Ce qui va se produire ici n'a aucun lien direct avec des muscles hypertrophiés, des barres chargées de poids extrêmes ou des chiffres froidement gravés sur des disques qui, d'ordinaire, définissent le respect et l'autorité dans une salle de sport. Le véritable enjeu de cette histoire se situe ailleurs, dans quelque chose de bien plus silencieux, plus profond et infiniment plus difficile à entraîner. La manière dont les gens observent, interprètent et jugent tout ce qui les entoure avant même de comprendre ce qui se trouve réellement devant eux. En quelques secondes, les regards construisent des récits entiers, les apparences créent des attentes. Les vêtements, la posture, la fonction et le contexte finissent par compter davantage que les faits, l'expérience ou la capacité réelle. Sans même s'en rendre compte, l'esprit humain cherche des raccourcis, comblant les vides par des suppositions, des certitudes prématurées et des préjugés subtils, presque invisibles mais extrêmement puissants. C'est dans cet espace invisible entre ce qui est vu et ce qui est réellement que naissent des jugements silencieux, rarement remis en question. Ici, il ne s'agit pas de force physique, mais de perception. Ce n'est pas une question de savoir qui soulève le plus lourd, mais de comprendre qui est sous-estimé avant même d'avoir la possibilité de se révéler. La véritable tension ne réside pas dans l'acier des barres, mais dans le choc entre l'attente et la réalité. Et lorsque cette réalité finit par s'imposer, l'impact ne se produit pas dans les muscles, mais dans l'esprit de ceux qui pensaient déjà tout savoir sur la base de simples apparences. Ce qui va être exposé ne demande aucune préparation corporelle, mais impose une réflexion inconfortable. Combien de fois jugeons-nous quelqu'un sans connaître son histoire, sa capacité ou sa vérité? Combien de fois confondons-nous fonction et limite, apparence et faiblesse, simplicité et incapacité? Au final, ce qui se joue ici n'est pas un spectacle de force, mais une rupture silencieuse de certitude, de celle que personne n'admet posséder, mais que tous portent en eux. Une salle de sport ordinaire, apparemment semblable à tant d'autres, où le son métallique des disques se mêle au rythme constant des respirations lourdes et à la musique de fond. Des personnes concentrées sur leur propre reflet dans le miroir, ajustant leur posture, corrigeant des détails infimes, réaffirmant silencieusement leur image et leur certitude. Chacun, même inconsciemment, croit comprendre exactement comment le monde fonctionne, qui mérite le respect, qui doit être observé et qui peut être ignoré. Dans cet environnement clos, prévisible et répétitif, les jugements deviennent automatiques. Le préjugé ne se manifeste pas de manière explicite ou agressive. Il s'infiltre subtilement, confortablement, presque imperceptiblement, déguisé en normalité. Personne ne pointe du doigt, personne n'accuse, mais tous observent, classent et concluent. C'est le cadre idéal pour que les suppositions passent inaperçues, que les stéréotypes se renforcent et que des certitudes fragiles deviennent socialement acceptées, simplement parce qu'elles ne sont jamais remises en question. Il entre sans faire de bruit, sans musique héroïque, sans regard curieux annonçant quelque chose d'inhabituel et sans aucun signe extérieur d'importance. Il n'y a ni attente, ni suspense, ni raison de prêter attention. Il porte seulement les outils simples de son travail, des objets qui passent inaperçus aux yeux de ceux qui mesurent la valeur à l'apparence. Et avec eux, il apporte un avantage invisible, silencieux et puissant. La certitude d'être sous-estimé avant même d'ouvrir la bouche, avant même d'être réellement remarqué. À cet instant, personne n'imagine que cette présence discrète cache bien plus qu'elle ne laisse paraître. Pour les autres, il n'est qu'un élément du décor, quelqu'un destiné à rester en marge, à remplir une fonction qui n'éveille ni curiosité ni respect. L'erreur commence précisément là. Car pendant que tous avancent confiants dans leurs propres conclusions, lui progresse avec la tranquillité de celui qui sait que le jugement est déjà posé et que lorsque la réalité se dévoilera, aucune explication ne pourra en atténuer l'impact. Avant même que la moindre action ne se produise, les jugements sont déjà complets et solidement établis. Aucun dialogue, aucun contexte, aucune preuve concrète n'a été nécessaire. Quelques secondes d'observation superficielle ont suffi. L'esprit humain, toujours en quête d'économie d'effort, adore les raccourcis rapides pour décider qui mérite le respect, l'attention et la crédibilité, et qui peut être ignoré, écarté ou relégué à un rôle secondaire. Ces raccourcis offrent du confort, créent une illusion de contrôle et évitent l'inconfort de remettre en question ses propres certitudes.
Même sans la moindre preuve pour soutenir ses conclusions, elles se solidifient en vérités intérieures. L'apparence devient un argument, la fonction une limite, le silence une incapacité. Ainsi, avant même que la réalité n'ait la moindre chance de se manifester, la sentence est déjà prononcée. Et c'est précisément dans cet intervalle invisible où le préjugé agit sans être perçu que l'erreur collective s'installe. Non par méchanceté explicite, mais par une confiance excessive dans des jugements qui n'ont jamais réellement été éprouvés. Lorsqu'il demande poliment de passer, d'un ton calme et sans la moindre imposition, il ne sollicite pas seulement quelques centimètres d'espace physique entre les corps, les barres et les machines. Sans le savoir, il propose un test psychologique silencieux, presque imperceptible, où aucune question n'est formulée à voix haute, mais où toutes les réponses apparaissent dans les regards, les soupirs contenus et les réactions instinctives. Chaque geste, chaque expression, chaque hésitation en dit bien plus sur ceux qui observent que sur celui qui agit. S'y révèle le degré d'empathie, le niveau de préjugés et la facilité avec laquelle certains se sentent supérieurs simplement par l'apparence ou le contexte. La simple demande de passage devient un miroir invisible, reflétant croyances, jugements et certitudes non avouées, montrant que bien souvent, l'évaluation réelle ne porte pas sur celui qui occupe l'espace, mais sur celui qui pense avoir le droit de le contrôler. Le geste commence simplement, presque banal, si commun qu'il ne déclenche aucune alerte immédiate. À première vue, il ne s'agit que d'un mouvement routinier de plus dans la répétition quotidienne de la salle. Pourtant, en quelques secondes, ce qui semblait prévisible commence à échapper au schéma connu, brisant les attentes et fissurant la logique confortable que chacun portait en lui. Ce qui était familier devient étrange. Ce qui paraissait impossible commence à se produire sous des regards attentifs et incrédules. À cet instant, les esprits sont contraints de ralentir, de recalculer et de faire face à une réalité qui ne correspond pas aux étiquettes précédemment établies. Tout ce qu'ils pensaient savoir, sur la force, l'apparence, la fonction et les limites, entre en conflit direct avec ce qu'ils voient. Et lorsque la réalité contredit la croyance, ce n'est pas le monde qui change en premier, mais le silence gêné de ceux qui réalisent qu'ils ont jugé trop vite. Lorsque la réalité devient trop inconfortable pour être ignorée, l'esprit cherche refuge dans des explications hâtives. Surgissent alors les suspicions, les accusations de trucage, de mise en scène ou toute justification permettant de préserver l'illusion de contrôle. Il ne s'agit pas de comprendre ce qui se passe, mais de protéger l'ego contre la constatation dérangeante que quelque chose a dévié du scénario attendu. Accepter ce qui se déroule sous leurs yeux exigerait d'admettre que la perception initiale était fausse dès le départ, que les jugements silencieux étaient précipités et que les certitudes bâties avec tant d'assurance n'étaient que des suppositions fragiles. C'est pourquoi nier devient plus confortable que remettre en question ses croyances. À ce moment-là, la résistance ne vise pas le fait en lui-même, mais l'idée que se fier aux apparences peut mener à des erreurs profondes, des erreurs que peu sont prêts à reconnaître à voix haute. La salle, autrefois animée par le bruit constant des disques, des conversations et de la musique, est désormais envahie par un silence dense et inconfortable. Ce n'est pas un silence de respect, mais un silence d'impact. Un vide sonore où personne ne sait vraiment quoi dire, car la moindre parole risquerait de dévoiler ce qui était jusque-là soigneusement dissimulé. À cet instant, ils comprennent que ce n'est pas seulement un poids qui a été levé, mais une vérité difficile à avaler. La moindre phrase pourrait exposer une insécurité profonde, un doute intérieur ou une certitude brisée dissimulée derrière des kilos de muscles, des postures assurées et une confiance façonnée pour ne jamais être remise en question. Le silence s'étire parce que parler exigerait d'admettre que derrière la force affichée se cachait une fragilité inattendue. Certains tentent d'enseigner, proposant des corrections non sollicitées, d'autres cherchent à afficher leur supériorité par des commentaires techniques, des regards condescendants ou des postures gonflées. Rien de tout cela ne naît d'une réelle générosité ou d'un désir sincère d'aider, mais d'un instinct de défense presque automatique. C'est la réaction de ceux qui doivent se repositionner rapidement face à une réalité qui a menacé leur image. Conseiller l'autre devient alors une stratégie silencieuse pour reprendre le contrôle. En adoptant le rôle de celui qui sait, on tente de reconstruire une hiérarchie qui vient de s'effondrer, de réaffirmer une autorité mise en doute quelques secondes plus tôt.
Peu importe que l'aide soit nécessaire ou pertinente, l'objectif réel est de restaurer un sentiment de supériorité et d'éloigner l'inconfort d'avoir été surpris par quelqu'un qui jusque-là n'était même pas jugé digne d'attention. Sans élever la voix, sans provoquer, sans exiger la moindre reconnaissance, l'équilibre des pouvoirs se transforme de manière définitive et silencieuse. Il n'y a aucun affrontement direct, aucune affirmation verbale. Le changement s'opère naturellement, presque inévitablement, précisément parce qu'il n'a pas été forcé. Il devient alors évident que la véritable autorité n'a pas besoin d'être annoncée, affichée ou défendue par des mots. Elle ne dépend ni du volume, ni de l'agressivité, ni de la validation extérieure. Lorsqu'elle est légitime, elle s'impose simplement par la présence, par l'action et par la cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Et c'est cette absence d'effort pour prouver quoi que ce soit qui la rend impossible à ignorer. À ce stade, la vidéo cesse d'être une simple scène destinée à divertir ou à choquer brièvement, pour devenir un véritable miroir social. Ce qui importe désormais, ce n'est plus l'exploit en lui-même, mais les réactions captées en temps réel, sans filtre et sans préparation. Chaque regard déstabilisé, chaque silence prolongé, chaque tentative précipitée d'explication révèle non seulement la surprise, mais aussi la fragilité de croyances patiemment construites au fil du temps. Des croyances fondées sur l'apparence, le statut, la fonction et des hiérarchies implicites qui semblaient solides jusqu'au moment où la réalité les a confrontées. Ce que la vidéo dévoile, au final, ce n'est pas seulement une rupture d'attente, mais à quel point ces convictions sont fragiles lorsqu'elles se heurtent à des faits refusant de se plier aux étiquettes établies. Il retourne simplement à son travail avec la même tranquillité qu'auparavant, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Il ne cherche ni applaudissements, ni commentaires et ne montre aucune satisfaction d'avoir surpris qui que ce soit. Ce geste final renforce une idée puissante. L'impact de ce moment n'a jamais été pour lui. Le véritable choc touche tous les autres qui doivent désormais vivre avec leur certitude brisée, avec le malaise silencieux d'avoir mal jugé et avec la tâche difficile de réorganiser des perceptions qui semblaient solides quelques minutes plus tôt. Tandis qu'il reprend sa routine, ce sont eux qui restent figés, prisonniers de la réflexion inconfortable que se fier aux apparences peut être le poids le plus lourd que l'on porte sans s'en rendre compte. Au final, la seule leçon qui subsiste n'a rien à voir avec la technique, la performance ou la force physique. Elle renvoie à quelque chose de bien plus profond et dérangeant, la facilité avec laquelle nous sous-estimons des personnes ordinaires en les enfermant dans des étiquettes, en limitant leurs possibilités et en ignorant des histoires entières sur la base d'impressions superficielles et hâtives. Le prix de cette erreur est rarement payé en public ou par un embarras immédiat. Il se manifeste silencieusement dans la rupture des certitudes, dans la révision forcée des valeurs et dans le malaise persistant de réaliser que l'apparence ne définit pas la capacité. Lorsque nous confondons ce que nous voyons avec ce que quelqu'un est réellement, nous ne jugeons pas seulement mal les autres, nous révélons à quel point nos propres perceptions restent fragiles et conditionnées.